La fenêtre était entr'ouverte, et le vent faisait vibrer la vieille vitre d'un rythme irrégulier, presque humain. Je me souviens avoir pensé que ce son ressemblait à une respiration fatiguée, comme si la maison s'était réveillée avant moi. La lumière du matin était encore faible, bleutée, projetant de longues ombres sur le parquet. Tout semblait exactement comme d'habitude, et pourtant, quelque chose clochait. Je l'ai senti dans mon corps, avant de le comprendre intellectuellement. J'étais là par hasard. Du moins, c'est ce que je me répétais sans cesse. J'étais venu récupérer quelque chose de simple, sans grande importance. Un document oublié, un objet qui avait survécu au déménagement. Je n'attendais rien de plus de cet endroit. Je ne m'attendais à rien ressentir. Je ne m'attendais à me souvenir de rien, encore moins à voir quoi que ce soit. La vieille horloge, de travers accrochée au mur du couloir, était arrêtée. Ses aiguilles immobiles indiquaient une heure impossible, un instant, qui n'appartenait ni au passé ni au présent. Je pensais que la pile était à plat. J'envisageais de l'ignorer, mais quelque chose dans ce silence mécanique me troublait plus qu'il n'aurait dû. C'était comme si le temps avait décidé de m'observer. J'avançais lentement, sentant le sol froid me transpercer les semelles. Chaque pas semblait réveiller l'espace. L'air avait une odeur étrange, un mélange de vieille poussière et d'une odeur métallique, comme de la rouille. Je passai la main le long du mur, suivant une fine fissure que je n'avais jamais remarquée auparavant, et je sentis un fil rouge coincé là, presque invisible, trop fin pour être intentionnel. Une erreur peut-être, ou un vestige de quelque chose de plus important. J'ai tiré sur le fil par instinct, un petit geste, et je l'ai immédiatement regretté. Le fil refusait de se détacher. Il résistait, vibrant sous mes doigts, comme s'il était relié à quelque chose. Mon cœur s'emballait. Je ris nerveusement, tentant de chasser cette peur enfantine. Pourtant, je continuais à tirer plus prudemment cette fois, suivant du doigt l'improbable ligne rouge le long du mur, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte au bout du couloir. Cette porte avait toujours été là, fermée, pas verrouillée, juste ignorée. Je ne saurais dire depuis combien de temps je ne l'avais pas ouverte. Peut-être ne l'avais-je jamais vraiment ouverte. La poignée était froide, le silence, pesant. L'horloge derrière moi restait immobile, comme si c'était le seul moment permis. Quand j'ai poussé la porte, je n'ai rien vu tout de suite. Juste l'obscurité et une forte odeur de renfermé, comme si quelque chose avait été oublié trop longtemps. La lumière du couloir a lentement pénétré, révélant des particules de poussière en suspension dans l'air, dansant comme des êtres vivants. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Mes yeux se sont habitués peu à peu, et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas ce que je cherchais. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais dû trouver. Et c'est précisément pour cela que j'ai flanché. Un miroir était appuyé contre le mur d'en face, partiellement recouvert d'un tissu clair. Le tissu était déplacé, comme si quelqu'un l'avait touché récemment. Ma première réaction fut étrange. Je n'osais pas m'approcher. Le reflet, même incomplet, semblait plus attentif qu'il n'aurait dû l'être. Pourtant, sans m'en rendre compte, j'avançais. Quand j'ai vu ce que le miroir reflétait, non seulement ce qui se trouvait devant, lui mais aussi ce qui n'aurait jamais dû s'y trouver, j'ai compris que quelque chose en moi venait de se briser, et rien de ce qui suivit ne serait plus jamais simple. J'ai refermé la porte derrière moi sans m'en rendre compte. Le clic fut discret, mais net, comme un point final trop tôt. La lumière du couloir s'est éteinte, et la petite pièce s'est retrouvée prisonnière d'une pénombre glaciale, seulement éclairée par le reflet imparfait du miroir. Le tissu clair a légèrement tremblé, attiré par un souffle d'air que je n'avais pas senti. Le fil rouge est réapparu devant mes yeux, étendu sur le sol, traçant une courbe irrégulière avant de disparaître sous le miroir. J'ai songé à partir. L'idée m'est venue clairement, avec bon sens. Il me suffisait de tourner la poignée, de traverser le couloir et de quitter cet endroit à l'horloge arrêtée et au silence inexplicable. Mais en vérité, j'étais déjà resté trop longtemps. Au moment où j'ai fait un pas en avant, j'ai senti le sol céder, légèrement sous mon poids. Un craquement ancien qui a résonné dans l'espace avant de s'estomper aussitôt, comme si la maison ne voulait pas que je bouge le pied. Je me suis approché du miroir. Le tissu ne couvrait pas tout. Il laissait apparaître une bande verticale, trop fine pour refléter l'ensemble de mon visage. J'ai d'abord vu mon épaule, puis la courbe de mon cou, une partie de mon menton. Le reste demeurait caché. Cela me gênait étrangement, comme si je contemplais un portrait de moi-même mal cadré. J'ai tendu la main pour écarter le tissu. J'ai hésité. Et au dernier moment, mes doigts ont effleuré quelque chose de froid. Ce n'était pas le tissu. C'était le miroir. Un choc thermique me traversa le bras et je reculai brusquement.
Le tissu glissa de quelques centimètres supplémentaires sur le côté, dévoilant presque entièrement le reflet. Presque. Il restait un coin caché, précisément à gauche, où la lumière ne pénétrait pas. Mon cœur battait trop vite pour un geste aussi simple. J'inspirais profondément, sentant l'air chargé de poussière descendre dans ma poitrine, lourd et ancien. C'est alors que j'ai remarqué le détail qui a tout changé. Le miroir ne reflétait pas l'horloge arrêtée que je savais se trouver dans le couloir, juste derrière le mur. Cette horloge était toujours apparue là, dans tous les reflets, toujours. Mais maintenant, sur le miroir, il n'y avait plus aucune horloge, juste une tache sombre à la place. L'absence était plus troublante que n'importe quelle image. J'inclinai la tête, tentant d'ajuster l'angle. La tache ne bougea pas. Je passai la main le long du mur à côté de moi, cherchant un appui, sentant sous ma peau la même légère vibration que celle perçue dans le fil rouge quelques instants auparavant. Le miroir refléta alors autre chose, un mouvement qui ne venait pas de moi, un léger décalage vers la gauche, presque une erreur de perception. Je clignai des yeux, certaine que la fatigue me jouait des tours, mais le mouvement s'est répété. Là, dans le coin encore plongé dans l'ombre, il y avait quelque chose. Pas une personne entière, pas un visage, juste une silhouette, indéfinie, comme une ombre, traînant derrière le corps qui aurait dû la projeter. J'ai eu un nœud à l'estomac. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé. Je suis restée là, à regarder, prisonnière entre le reflet incomplet et la certitude grandissante que le miroir montrait plus que ce que l'on voyait dans la pièce. Mon esprit cherchait des explications rapides, un défaut dans le verre, un jeu de lumière, un souvenir mêlé de peur. Aucune ne tenait la route. Le fil rouge sur le sol se mit à bouger, non pas comme s'il était tiré par quelqu'un, mais en se rétractant lentement, comme s'il était tiré de l'autre côté du mur. Le mouvement était faible, continu, hypnotique. J'ai suivi le fil du regard jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne venait pas de derrière le miroir, comme je l'avais supposé. Il émergeait de l'intérieur du reflet. À cet instant, quelque chose en moi a cédé. Ce n'était pas la panique, mais la compréhension. L'idée absurde a pris forme. Le miroir ne reflétait pas le présent, mais un instant figé, un choix inachevé, un temps que l'horloge avait refusé de reprendre son cours. J'ai senti une pression derrière mes yeux, cet avertissement silencieux que j'étais sur le point de me souvenir de quelque chose que j'avais passé des années à éviter. L'image de gauche devint nette. Dans le reflet, je vis le pli d'un manteau sombre, le même pli que j'avais déjà vu ailleurs dans une autre vie. Une vieille odeur envahit ma mémoire, métal chaud et pluie, et me fit fermer les yeux un instant. Quand je les rouvris, le miroir était de nouveau immobile, normal, vide, juste moi devant lui. Le fil rouge était désormais complètement immobile. La maison semblait suspendue dans le vide. Aucun bruit, pas un souffle de vent. Un instant, j'ai cru que ce n'était qu'une réaction excessive, une illusion de mon esprit, fatigué. Mais j'ai alors remarqué mes mains. Elles tremblaient, non pas de peur mais de reconnaissance. Je savais avec une clarté troublante que cela avait des conséquences, que ce qui avait été vu ne pouvait être effacé. Derrière moi, au loin, j'ai entendu le tic-tac sec d'une horloge qui essayait de se remettre en marche. Je n'ai pas regardé en arrière. Le son ne vint pas immédiatement. D'abord, une tension palpable s'installa, comme si toute la maison avait retenu son souffle. Puis, soudain, un tic sec et irrégulier, hors de tout rythme. Ce n'était pas un retour complet à la pulsation, mais une tentative, comme un cœur qui, à bout de force, s'obstine à battre une dernière fois. Ce son produisit quelque chose que le miroir n'avait pas réussi à faire. Il força mon corps à réagir avant même que je réfléchisse. Je reculai d'un pas, effleurant le mur froid, sentant la rugosité de la vieille peinture sous mes doigts. Le fil rouge restait immobile sur le sol, mais je savais, non par logique mais instinctivement, qu'il était encore relié à quelque chose. Rien n'était décoratif, rien n'était gratuit. Le couloir derrière moi paraissait interminable. Les ombres, aux proportions indéfinies, s'étiraient comme pour atteindre mes chevilles. J'inspirai profondément et compris que l'air avait changé. Il n'était pas seulement froid, il avait une odeur métallique, rance, semblable à celle que j'avais sentie des années auparavant dans un hôpital désert, un matin où personne n'avait voulu me dire toute la vérité. L'horloge a réessayé. 2 tic-tac cette fois, irréguliers, pénibles. Il n'annonçait pas l'heure, il le rappelait aux gens. Je me dirigeais lentement vers la porte du couloir, évitant de me regarder à nouveau dans le miroir. Je craignais que, si je le faisais, il ne me révèle quelque chose de trop définitif. Je préférais le sol, les lignes irrégulières des planches, le fil rouge qui commençait à vibrer
très subtilement, comme s'il répondait au tic-tac lointain de l'horloge. Arrivé dans le couloir, je vis l'horloge à sa place habituelle. Le balancier était immobile. Les aiguilles étaient figées sur une heure impossible. Aucun mécanisme visible n'expliquait le tic-tac que je venais d'entendre. Je touchai le verre avec précaution. Il était chaud, un détail trop incohérent pour être ignoré. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de nouveau, une minuscule fissure dans le coin inférieur du verre, aussi fine qu'un cheveu. Elle n'était pas là, auparavant. Je m'en serais souvenu. J'ai passé mon ongle dessus et la fissure s'est élargie d'1 millimètre, comme si elle réagissait au contact. J'ai immédiatement retiré ma main. Là, enfin, le souvenir trouva sa place. Ce ne fut pas un tout, ce fut par fragments décousus. Une discussion interrompue, une promesse murmurée, quelqu'un qui me serrait la manche trop fort et me demandait de me taire. « C'est mieux ainsi », disait-il, et j'acquiesçais, non par conviction mais par épuisement. Le silence me semblait alors une forme de survie. L'horloge indiquait précisément ce moment. Je reculais, sentant le poids de cette pensée s'installer. Le silence n'avait rien préservé. Il n'avait fait que repousser l'échéance. Le fil rouge se remit en mouvement, cette fois vers le couloir, glissant comme s'il connaissait le chemin mieux que moi. Je le suivis. Non par courage, mais parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'ignorer, c'était choisir de répéter l'erreur. Au bout du couloir se trouvait une porte que j'avais évitée pendant des années. Elle n'était pas verrouillée. Elle ne l'avait jamais été. Pourtant, je ne l'avais jamais ouverte depuis ce jour-là. La peinture écaillée dessinait des formes irrégulières, et au centre du bois, quelqu'un avait fait une petite marque, presque effacée. Le même geste inachevé. Un arc qui ne se referme pas. Le fil rouge s'arrêtait juste devant la porte. J'ai posé la main sur la poignée et senti le tic-tac de l'horloge, plus ferme, cette fois. Non pas une demande, mais un ordre. Derrière cette porte, je le savais, se cachait quelque chose qui ne pouvait plus rester en suspens. Une vérité à demi-mot, un nom jamais prononcé, une absence muette en une version acceptable. Abri. La pièce était sombre mais pas vide. La lumière de la fenêtre révélait des particules de poussière en suspension dans l'air, trop immobiles pour un lieu abandonné. Au centre, une chaise. Dessus, un manteau sombre plié avec un soin excessif. J'ai immédiatement reconnu le pli, le même que celui que j'avais aperçu quelques minutes auparavant dans le reflet du miroir. Mais ce qui m'a fait m'arrêter, ce n'était pas le manteau. Le silence était total à l'intérieur. Non pas le silence habituel d'un espace clos, mais un silence pesant, comme si tous les mots que nous n'avions jamais prononcés y étaient stockés, attendant d'être libérés. J'ai fait un pas en avant, et derrière moi, l'horloge a enfin changé de rythme. Il avança d'1 seconde. Ce simple mouvement a tout changé. Le passé n'était pas prisonnier, il était contenu, et maintenant, il commençait à s'échapper. Avant même que je puisse m'approcher de la chaise, quelque chose a bougé sur ma gauche. Pas vite, pas de manière agressive, juste une variation dans l'air, comme le passage de quelqu'un qui ne veut pas être vu, mais qui ne peut plus se cacher complètement. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai ouvertes, le manteau était toujours là, la chaise aussi, mais le fil rouge n'était plus au sol. Il s'était remonté. Il reliait maintenant l'accoudoir de la chaise à la poignée de porte, tendue, non pas comme un piège, mais comme une connexion. J'ai compris, trop tard, que le choix n'était plus entre voir ou ne pas voir. Il fallait soit se taire, soit accepter ce qu'il était sur le point de détruire. Je suis resté immobile quelques secondes, peut-être quelques minutes. J'avais perdu toute notion du temps, à l'instant où le fil rouge s'est resserré entre la chaise et la porte. Il n'y avait aucune agression dans ce geste. C'était un constat, une ligne tracée pour empêcher toute prétention de neutralité. J'ai refermé la porte derrière moi, non pour me protéger, mais pour contenir le couloir, l'horloge, le reste de la maison dont je m'obstinais à me souvenir sans l'expliquer. À l'intérieur, l'air était plus lourd. Il y avait une odeur de vieux bois et de tissu conservé trop longtemps. Une odeur qui n'appartient pas seulement aux objets, mais aussi aux décisions abandonnées. La chaise a grincé quand je l'ai touchée. Je ne me suis même pas assise. J'ai passé la main sur le dossier, sentant une rugosité qui contrastait avec l'aspect immaculé du bois. Des marques d'ongles, profondes, nombreuses, répétitives. Quelqu'un était resté là longtemps, peut-être à lutter contre quelque chose d'informe. Ou quelqu'un. J'ai pris le manteau. Il était lourd, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Non pas à cause du tissu, mais à cause de ce que je portais. Dans la poche intérieure, mes doigts ont effleuré un papier plié. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour le savoir. Mon corps réagissait déjà. Une contraction dans mon estomac,
Une pression derrière mes yeux, un essoufflement. Malgré tout, je l'ai ouvert. C'était une page arrachée d'un cahier d'écolier. Ligne bleue, lettres serrées. J'ai reconnu l'écriture avant même d'avoir fini la première phrase. Non pas parce qu'elle ressemblait à la mienne, mais parce que je l'avais vue imiter la mienne pendant des années. Comme quelqu'un qui tente de s'adapter au silence d'autrui. Le texte était court, d'une simplicité brutale. J'ai attendu. Ce n'était pas un manque de courage, c'était un manque d'autorisation. Le papier tremblait entre mes doigts. Derrière moi, quelque chose craqua. Pas un léger craquement cette fois, mais un bruit sec et net. Je me retournai au moment précis où l'horloge, de l'autre côté de la maison, laissa tomber son balancier. Je n'entendis pas le bruit de l'impact, mais je sentis toute la maison absorber le choc, comme un corps habitué à encaisser les secousses sans réagir. De retour dans ma chambre, j'ai remarqué que la lumière qui entrait par la fenêtre avait changé. Il ne faisait pas nuit, mais il n'était pas tard non plus. C'était cette période indéfinie, où le jour refuse de s'achever, comme pour donner au monde une dernière chance de réparer ce qui restait en suspens. Le fil rouge se remit à glisser, cette fois vers le fond de la pièce, où se trouvait une armoire encastrée. Je l'avais ignorée jusque-là, non par négligence, mais par accord tacite. Certaines portes ne s'ouvraient que lorsque le coup avait déjà été calculé et accepté. J'ai ouvert le placard, ce n'était pas vide. À l'intérieur, j'ai trouvé des boîtes empilées, rangées avec une précision quasi obsessionnelle. Ce n'étaient pas des souvenirs épars, c'étaient des versions, des photographies, des lettres jamais envoyées, des fragments de texte tapés et corrigés à la main. Dans toutes, le même schéma, la vérité contenue, une vérité adoucie pour ne pas trop blesser. Je me suis finalement assise. Le sol était froid et ce simple contact m'a ramené à mon corps. J'ai commencé à ouvrir les boîtes une à une. Il n'y avait pas de surprises individuelles, mais un impact cumulatif. Document après document, j'ai perçu l'ensemble du tableau. Ce n'était pas le silence qui détruisait, mais son utilisation délibérée comme une arme. Tout ce qui était conservé là n'était pas destiné à être oublié, mais à être contrôlé, à empêcher quiconque de prendre la parole en premier, à préserver un récit où l'absence apparaissait comme un choix et non comme une conséquence. La menace cessa alors d'être abstraite. Si d'autres personnes voyaient ces boîtes, le passé que j'avais appris à tolérer s'effondrerait. Les noms seraient remis en question, la culpabilité redistribuée. Quelqu'un que j'avais protégé en silence ne le serait plus, et quelqu'un que j'avais accepté de considérer comme une victime ne le serait peut-être plus. Ou peut-être que ce serait pire. Mon téléphone vibra dans ma poche. Une seule et brève impulsion. Pas de message, pas d'appel. Juste cette vibration sèche, un rappel physique du présent. Je regardais l'écran. 17h42. L'horloge de la maison était toujours arrêtée. Deux moments coexistaient. L'un exigeait une action, l'autre, une confrontation. C'est là que le dilemme s'est imposé à moi, avec une clarté et une cruauté implacables. Soit fermer le placard et préserver le faux équilibre que j'avais maintenu pendant des années, soit franchir la ligne qui rendrait tout retour en arrière impossible. Une décision irrévocable, loin d'être héroïque. Une décision qui ne laisse aucune place à une rédemption romantique. Le fil rouge remonta lentement le long du meuble et effleura le papier que je tenais. Il ne me tira pas, il me toucha simplement, comme pour me poser une question. Au loin, une sirène retentit. La vie reprit son cours. Les gens continuèrent leur chemin. Et moi, assis par terre dans une pièce oubliée, j'avais la ferme conviction que le choix suivant ne définirait pas seulement le passé, mais aussi qui en paierait le prix. J'ai fermé les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, le geste était déjà décidé, même si je n'avais pas le courage de le nommer. J'ai replié la lettre, mais je ne l'ai pas remise à sa place. J'ai plié la lettre avec précaution, comme si le papier risquait de s'abîmer au moindre geste brusque. Je me suis levé, lentement, sentant le poids de la décision s'installer non pas dans mes pensées, mais dans mes jambes, mes épaules, dans cette sensation d'air plus difficile à respirer. La pièce restait étrangement silencieuse. L'horloge était muette. Le fil rouge était toujours là, détendu, comme s'il avait rempli sa fonction. Je n'ai pas fermé le placard. C'était le geste. Petit, définitive. Laisser la porte ouverte n'était ni de la négligence, ni un défi. C'était un aveu. Ce qui s'y trouvait ne m'appartenait plus seulement. Et le passé, lorsqu'il n'est plus protégé, suscite un vif intérêt. Je n'ai pris qu'une seule boîte, la plus petite, ni la plus révélatrice, ni la plus choquante, celle qui contenait le commencement. De vieilles photos, encore vierges de toute légende, encore non retouchées.
Des visages trop jeunes pour supporter les conséquences à venir. Sur l'une d'elles, j'ai reconnu le détail que j'avais ignoré pendant des années. Le fil rouge, déjà présent, discret, noué au poignet de quelqu'un qui souriait sans le savoir. Le souvenir m'est revenu sans prévenir, non pas comme une scène complète, mais comme une sensation corporelle, une soudaine chaleur sur mon visage, le malaise d'avoir dit « plus tard », la conviction naïve que remettre à plus tard est neutre. Ce n'est jamais le cas. J'ai descendu le couloir, la boîte serrée contre ma poitrine. En passant devant l'horloge, je l'ai touchée, non pas pour la faire fonctionner, mais simplement pour vérifier qu'elle restait immobile. Il y avait quelque chose de cruel dans cette immobilité. Tandis qu'elle refusait d'avancer, je ne pouvais plus faire de même. Dans la pièce, la lumière de fin d'après-midi projetait de longues ombres, presque élégantes. Le monde me paraissait trop beau pour le poids de ce que je portais. Je posai la boîte sur la table, à côté d'une enveloppe vierge. Là, pour la première fois, j'hésitais vraiment. Non pas entre deux versions de moi-même, mais entre deux dangers possibles. Révéler. Toute la vérité revenait à blesser ceux qui s'étaient habitués à une version édulcorée de l'histoire. Garder le silence, c'était assumer pleinement la responsabilité de ce qui avait été détruit. Aucun choix n'était sans risque. Aucun n'était sans conséquence. Je me suis assise. J'ai pris le stylo. Son poids était absurde, comme s'il concentrait tous les mots que j'avais évités pendant des années. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai écrit une seule phrase. Ni explication, ni excuse. Moi aussi, j'ai choisi le silence. J'ai plié le papier. J'ai fermé l'enveloppe. Je n'ai pas écrit le destinataire. Pas encore. Certaines vérités doivent d'abord reconnaître qui les détient avant de trouver quelqu'un pour les recevoir. Dehors, des bruits de pas. Je ne reconnaissais pas qui passait. Et curieusement, cela me soulagea. Le monde continuait de tourner insouciant, mais plus pour longtemps. Je suis retourné une dernière fois dans la chambre. J'ai regardé le placard ouvert. Les cartons à l'intérieur ne semblaient plus menaçants. Ils paraissaient patients, comme s'ils avaient attendu des années le moment précis pour exister pleinement. J'ai de nouveau noué le fil rouge, cette fois non pas à la porte ni à la chaise, mais à mon poignet. Non pas en souvenir, par engagement. Le silence m'avait protégé auparavant. À présent, ce ne serait que lâcheté. En partant, je n'ai pas fermé la porte de ma chambre. J'ai laissé la maison respirer, libérant ce qui y avait été si longtemps contenu. L'horloge est restée immobile, mais quelque chose en moi avançait irrémédiablement. Je n'ai pas encore tout dit, pas aujourd'hui. Mais le processus a commencé, et ça, c'est irréversible. Certaines vérités ne surgissent pas comme une explosion. Elles s'installent, prennent de l'ampleur, transforment l'ordre établi. Et lorsqu'on en prend conscience, il devient impossible de vivre comme avant, même si personne d'autre ne le sait encore. Avant d'éteindre la lumière, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'enveloppe posée sur la table. Elle paraissait banale, inoffensive, comme l'avait été le silence autrefois. Et c'est peut-être là le plus troublant. Ce qui détruit ne crie presque jamais.